Bonjour, je suis Priscilla Gissot, photographe accompagnante. Je suis spécialisée en photographie thérapeutique et en estime de soi. Aujourd'hui, j'ai choisi de répondre à une première question qui est posée par Émilie R. Elle me demande exactement l'approche de la photothérapie, ce qui est à éviter. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste repréciser que la photographie thérapeutique et la photothérapie, c'est vraiment très différent. Et j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet que je vais vous mettre ici. Et comme ça, vous pourrez aller voir la différence entre les deux pratiques. Je vous rappelle également la sortie de notre livre avec Élodie Sueur-Monsner, spécialisée en photothérapie. Aujourd'hui, on va parler des erreurs à éviter absolument si vous pratiquez la photographie thérapeutique et également si vous souhaitez aller rencontrer un photographe ou un thérapeute qui fait de la photographie thérapeutique. C'est-à-dire qui va vous proposer une prestation autour de la photographie pour améliorer l'estime de soi. Tout d'abord, je vais vous inviter à prendre le temps avec la personne qui vous contacte ou avec la personne que vous contactez pour vraiment discuter avant la séance. C'est vraiment important de savoir se positionner, écouter ce que la personne vient chercher, vient déposer et ce qu'elle attend de cette séance. Donc, avant même de parler des erreurs à éviter, cette étape est incontournable. On prend un rendez-vous téléphonique où la personne va vous exposer clairement sur votre formulaire en ligne ce qu'elle recherche et vous allez pouvoir ainsi déjà savoir si vous correspondez, si ça rentre dans vos cordes et si c'est OK pour vous d'aller travailler sur cette problématique. La majorité du temps, on est sur des problématiques d'âge, de changement de corps, quelquefois d'histoire, mais parfois ça va aller chercher quelque chose d'un petit peu plus fort émotionnellement, ou parfois ça va frôler des problématiques de pathologie. À ce moment-là, il va falloir que vous soyez à même de juger si vous êtes capable de recevoir cette personne. Il arrive parfois que des gens viennent avec des sujets qui vont vous dépasser émotionnellement, que vous ne vous sentirez pas capable d'affronter. Dans ces cas-là, il vaudra mieux les adresser à un collègue ou leur dire tout simplement que ce n'est pas de votre ressort. C'est vraiment important de ne pas aller au-delà des capacités que vous pensez pouvoir avoir. Mais dans tous les cas, c'est certainement une très mauvaise idée que d'aller alors que vous ne vous sentez pas capable, ou que vous pensez que vous pouvez vous écrouler, pleurer, ou encore que ça vous fait peur. Donc évidemment, dans ces cas-là, il est de votre devoir de dire non, je ne suis pas dans ce cadre-là, voici le cadre dans lequel je travaille. Ça peut être vraiment l'idée de voir l'image autrement, de vous voir plus belle, de déposer quelques émotions, mais je ne suis pas dans ce cadre de pathologie-là. Si c'est une personne qui est suivie médicalement, vous pouvez également demander si elle est envoyée par le psychologue ou la psychiatre qui la suit, parce que ça arrive des fois qu'ils orientent vers un photographe ou un thérapeute qui fait de la photographie thérapeutique, histoire d'aller regarder son image. Suivant le type de pathologie, bien évidemment, il sera bon d'avoir un contact avec la personne qui vous l'envoie. Tant qu'on est dans la pathologie, il est important aussi de ne pas confondre la photographie thérapeutique et une guérison médicale. Bien évidemment, j'ai déjà eu beaucoup d'attaques sur ce point-là, qui se comprend, mais alors chez moi, il y a vraiment aucune partie de médical. On est vraiment que sur de l'estime de soi, de la guérison intérieure, du bien-être intérieur. Et à aucun moment, il est judicieux pour vous en tant que praticien ou pour la personne qui va consulter un photographe pour travailler sur l'estime de soi, d'y aller dans l'idée de guérir d'une maladie. C'est même pas un sujet, en fait, on ne va pas guérir d'une maladie en faisant de la photo, on va se sentir mieux
probablement qu'on va pouvoir travailler sur notre problématique émotionnelle par rapport à la maladie. Il y a plein de choses qui peuvent être très très bien dans la photographie et dans une séance, dans le fait de libérer des émotions, de se sentir mieux dans sa peau quand on est malade. Ça, c'est vraiment très judicieux, mais par contre, à aucun moment, il va être bon de croire qu'il est possible de guérir d'une maladie en faisant de la photographie thérapeutique. Donc le mot thérapeutique n'est pas là pour dire médical. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Donc l'erreur à éviter, c'est de parler de cette pratique-là comme une possibilité de guérison médicale. Il est vraiment conseillé, enfin moi je conseille vraiment de bien choisir vos mots quand vous présentez votre pratique, votre produit, votre concept, et d'être bien clair sur les zones sur lesquelles vous allez travailler avec la personne. Il se peut que vous soyez vraiment purement photographe et que vous ayez cette démarche de vouloir montrer aux femmes ou aux hommes que ce sont de belles personnes, physiquement mais intérieurement aussi. Et dans ce cas-là, vous avez peut-être mis en place un process au niveau de la lumière pour embellir les corps. Cette photographie-là, elle peut être tout à fait thérapeutique, absolument comme toutes les photographies, si elle est bien faite, si elle est bien menée et si elle met la personne en valeur. Dans la photographie thérapeutique telle que moi je la pratique, il y a un process d'écoute pour vraiment amener la personne à se voir sous différentes facettes qui peuvent lui faire du bien par rapport à ce qu'elle va nous déposer. Et parfois, la personne n'est pas là pour déposer quoi que ce soit, elle veut juste cette séance pour se trouver belle, et c'est complètement ok. Mais quand on parle de photographie thérapeutique, il y a quand même une démarche profonde derrière qui est posée et qui, pour moi, inclut un passage où on va discuter, on va répondre à un questionnaire, on va vraiment se poser sur la personne, sur ce qu'elle souhaite, sur comment elle souhaite se voir, comment elle se voit actuellement, et être très très à l'écoute de toutes ces parties-là. On va aussi mettre un process en place au niveau des photos qu'on va prendre pour qu'il y ait des images symboliques par rapport à ce qu'on nous a dit et qu'elles créent quelque chose au niveau de la personne, quelques déclics, une démarche, quelque chose qui va se passer. Donc là, dans ce cadre-là, on est dans de la photographie thérapeutique. Certains photographes ont choisi le terme de photothérapie. J'essaie de mon côté, avec Elodie d'ailleurs, de mettre en place une différence entre la photographie thérapeutique et la photothérapie, car pour moi c'est une erreur d'utiliser le même terme, tout simplement parce que une est une thérapie et l'autre est une séance de photo travaillée d'une certaine façon avec un accompagnement. C'est quand même deux choses complètement différentes, car dans une thérapie, on va aller vraiment creuser en profondeur dans les traumas, et dans une séance de photographie thérapeutique, on va rester en surface, travailler généralement le plus possible dans la joie, et pour passer un bon moment et gagner en estime de soi. Alors, bien évidemment qu'il y a de l'émotionnel dans les deux, mais ce n'est pas du tout la même pratique et la même puissance que l'on demande. Et surtout, nous ne devons pas avoir les mêmes formations. Moi personnellement, j'ai fait donc la formation d'Elodie, je me suis également formée dans diverses thérapies parce que je voulais pouvoir créer vraiment un concept avec les personnes qui venaient me voir, qui leur permettait de déposer tout ce qu'elles voulaient déposer, et que moi je sois prête à l'accueillir. C'est ce que je propose dans mes formations, de développer petit à petit cette partie-là. Ça se fait pas en quelques jours, on va le travailler au fur et à mesure. Si vous choisissez d'être juste photographe dans l'esprit de faire du bien à l'estime de soi, la photographie est thérapeutique, elle fera du bien si vous faites votre métier de photographe correctement, parce que bien évidemment, si vous ne mettez pas la personne en valeur, elle ne va pas se trouver jolie, et là vous risquez de faire l'inverse. Donc c'est le prochain sujet justement que je voulais vous déposer. Il est important en photographie thérapeutique d'avoir une base en photographie et de se former pour travailler son œil, travailler la lumière, travailler les postures et travailler ensuite aussi tous les outils qui servent en photographie thérapeutique énormément, c'est-à-dire l'ambiance que l'on va mettre, l'énergie qu'on va mettre dans la séance, l'écoute, très très important,
les couleurs qu'on va utiliser, tout ce qui est colorimétrie, et également tous les accessoires que l'on peut utiliser pour créer des actes symboliques et des images symboliques. Dans un autre registre, il y a quelque chose qu'il faut vraiment éviter en photographie. On ne va pas se juger sur le fait qu'on a des préjugés. Il ne faut pas s'y fier. Il faut arriver à passer outre le premier préjugé, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. C'est-à-dire que vous devez aussi faire attention à l'enthousiasme mal placé. Une personne qui va venir vous voir et que vous trouvez très jolie, et il y en a plein, la majorité, surtout dans mon cas, moi je trouve tout le monde beau, donc une personne qui va venir vous voir avec une problématique, mais que vous trouvez magnifique, vous pouvez vraiment lui faire part d'un enthousiasme débordant. Sauf que si vous n'écoutez pas ce qu'elle vous dit en retour, elle risque d'avoir du mal à s'exprimer, pensant risquer de vous décevoir par rapport à tout cet enthousiasme, cette joie que vous mettez sur la photo, ah waouh, vous êtes superbe et tout. Voilà. Alors, c'est très encourageant pour la personne au premier abord, mais en réalité, si elle ne voit que ses défauts, vous risquez de l'empêcher de s'exprimer, de ne pas lui permettre cette place d'écoute qui est vraiment nécessaire dans cette séance-là, pour que vous puissiez entendre ce que la personne voit. Et c'est vraiment très important de pouvoir se mettre à sa place. C'est pas une question de tort ou de raison, c'est sa vision à elle. Et il faut vraiment être présent pour être à l'écoute de cette vision-là. Il y a autre chose aussi important, c'est, alors en photographie, on va en parler très rapidement, le côté artiste, c'est quand même un côté très égotique, et ce qui est bien normal, parce que c'est ce qui nous permet d'aller chercher toujours une créativité nouvelle, de se performer, de se challenger, et c'est très important en photographie que de se renouveler. Donc c'est une qualité en tant qu'artiste, artisan, photographe, que d'avoir un ego développé qui a envie d'être le meilleur, d'avoir la meilleure photo, de faire une photo waouh, tout ça. Seulement, en photographie thérapeutique, évidemment que vous pouvez jouer sur le fait d'avoir des photos waouh, bien évidemment, mais ça ne doit pas être votre premier challenge. Le premier challenge, c'est la personne qui est en face de vous, et vous êtes en train de créer des photos vraiment pour elle, hein, pas pour vous. Il y a une partie de la photographie où les gens viennent voir le photographe pour son art, pour sa façon de faire une photo, pour son univers. Et ils vont un peu se fondre dans cet univers-là. En photographie thérapeutique, c'est au photographe de se fondre à chaque fois dans l'univers de la personne, de l'amener tout en gardant son style. Ce n'est pas l'idée de changer votre style, mais de l'amener sur son terrain, d'être vraiment dans ce que la personne a besoin. Pour cela, il ne faut pas non plus attendre de réaction immédiate, spectaculaire de la personne en face. Les effets de la photographie thérapeutique, ils peuvent être très subtils et très intérieurs suivant la personnalité de la personne. Donc, si elle n'a pas de larmes immédiates quand elle voit les photos, si quand vous lui montrez les premières photos, elle a du mal à s'exprimer, il va falloir que vous rangiez votre gentil ego et que vous continuiez dans le process qui est établi et qui va permettre, dans tous les cas ou quasiment tous les cas, d'obtenir le lâcher-prise et les photos nécessaires pour que la personne voit ce qu'elle a besoin de voir à l'intérieur. Vous n'aurez peut-être aucune réaction extraordinaire, elle aura peut-être passé un très bon moment, mais sans pour autant vous dire waouh, c'était super, je me suis régalée, ça va changer ma vie. Peut-être que ce ne sera pas le cas, pas tout le temps du moins, mais parfois vous verrez 2 ans, 3 ans, 6 ans après. Le plus que j'ai eu, c'était 9 ans après. Parfois, vous avez des messages qui vous rappellent que même si cette séance-là, pour vous, elle avait l'air lambda, pour la personne, elle a fait un impact très fort, et il y a des témoignages qui arrivent très tardivement après derrière. Il y a une chose encore très importante, une erreur à ne pas commettre, mais ça c'est dans tous les cas, dans toutes les photographies, pour les photographes, surtout aujourd'hui avec la nécessité de montrer son travail, les réseaux sociaux et tout ce qui
et tout ce qui existe sur Internet, c'est de demander absolument l'autorisation de publication des photos. Même si les photos sont magnifiques, vous devez obtenir une autorisation écrite avant de publier quoi que ce soit. C'est une question de respect avant tout. On dit souvent que s'il n'y a que des parties du corps, il n'y a pas de nécessité à demander l'autorisation. Dans ce type de séance, le respect doit passer au-delà de votre besoin de publier des photos. Personnellement, je n'ai que rarement de refus dans ma publication de photos car les personnes me contactent généralement parce qu'elles m'ont vue sur les réseaux sociaux et il y a une espèce de fluidité qui se passe qui fait que la majorité du temps on me dit oui, mais il y a toujours une demande respectueuse des personnes et je leur demande aussi où est leur limite dans la séance. S'il y a une partie de dénudé ou de nu, il est extrêmement important que la personne me dise ça va jusque là ou ça va jusque là. Évidemment sur les réseaux sociaux je vous déconseille de mettre toute photo dénudée pour éviter de vous faire blacklister très rapidement. Il est important également, j'en ai déjà parlé un tout petit peu au-dessus, de ne pas confondre photographie thérapeutique et d'autres styles de photographie. La photographie thérapeutique c'est un processus, un cadre où on écoute, où on dépose des outils, où on accueille les émotions, où on les explore parfois, où on amène la personne à se livrer, à être dans un lâcher-prise qu'on n'a pas forcément partout. Et si vous faites juste du portrait de mode ou du boudoir, enfin juste, c'est une très belle pratique, c'est pas le souci, mais ce n'est pas de la photographie thérapeutique. Ça dépend comment vous l'amenez, c'est peut-être un style de photo qui correspond, mais vous avez tout le process de photographie thérapeutique, c'est-à-dire l'écoute, la possibilité de se déposer, l'accueil des émotions, de l'histoire, ça arrive, il n'y a aucun souci avec ça, mais c'est important de faire quand même la différence entre de la photo de boudoir et de la photographie thérapeutique. Ce n'est pas tout à fait la même chose. La différence, c'est ce qui se passe pendant la séance. C'est soit pas forcément sur les images, mais c'est ce qui se passe pendant la séance. En résumé, la photographie thérapeutique, ça demande du respect, de l'écoute et une véritable intention de poser quelque chose avec le client ou la cliente. Alors évitez les promesses de guérison médicale, respectez les ressentis de la personne, soyez vraiment à l'écoute de tout ce qu'elle vous raconte, restez humble dans votre pratique, ne cherchez pas à vous mettre vous en avant, mais les personnes qui viennent vous voir. Et en ce qui concerne les personnes qui cherchent à consulter un photographe qui fait de la photographie thérapeutique, assurez-vous avant de sa pratique, de son écoute et du processus qu'il a mis en place pour vous recevoir. Je vous rappelle que les photographes qui ont fait la formation Estime sont listés dans un annuaire que je mets à jour régulièrement et qui se trouve sur mon site internet et je vous mets le lien ici également. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo. Je reste à l'écoute si vous avez d'autres questions. Je n'ai probablement pas dit tous les sujets à éviter, donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et sur tout ce que vous pensez de cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner pour avoir les autres vidéos et très prochainement, je vous reparle du livre avec Elodie dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt.